Un si beau suicide. Ce jour-là, je suis appelée par le magistrat de garde. « Docteur, j'ai un cadavre pour vous. C'est à l'évidence un suicide, par arme à feu. Je vous avoue que si je n'étais pas contraint par nos directives de vous y envoyer, je ne le ferais pas, tant tout me semble clair. » C'était l'époque désormais lointaine où le magistrat envoyait le médecin légiste sur tous les cas de mort violente ou suspecte, c'est-à-dire sur tous les cas de décès où l'on pouvait suspecter l'intervention d'un agent extérieur, volontaire ou non. Entrant dans cette catégorie tous les suicides, puisque dans tous les cas, un agent extérieur est intervenu pour provoquer la mort. La corde pour le pendu, un liquide pour un noyé, un médicament, etc. Au médecin légiste de déterminer, dans la mesure de ses moyens, s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un meurtre. Pour ce faire, le médecin légiste se livre à un examen extérieur du corps, sur place, c'est-à-dire un examen sans autopsie. Il s'agit juste de regarder le corps et d'y relever toutes les lésions, traces ou indices utiles à la manifestation de la vérité. Cet examen a lieu sur place, car si nous découvrons qu'il s'agit d'un meurtre ou que nous le suspectons, il faut que l'enquête démarre au plus vite et que les constatations nécessaires à l'enquête, comme le relevé des traces, des empreintes digitales et autres, puissent être faites sur place sans que les lieux aient été trop altérés. Face à un cadavre, notre démarche est toujours la même. D'abord, examiner le corps, tel qu'il a été découvert et dans la position dans laquelle il était, puis le déshabiller. Progressivement, lentement, en étant prêt à s'arrêter dès que des lésions suspectes sont relevées. Par exemple, si des lésions de strangulation sont présentes dans le cou, alors qu'il ne s'agit pas d'un pendu. On arrête tout, on prévient le magistrat qui appelle le laboratoire de la police scientifique et scientifique LPTS pour le relevé des traces. Comme dans les séries policières, mais en mieux, et la descente criminelle commence. Nous sommes donc toujours prêts à convertir notre action. Si rien de tel n'est relevé, le corps est mis à nu et l'examen commence sur un bon éclairage de type lampe frontale, de célélogie qui permet d'avoir une vision précise et nette des lésions corporelles. La démarche est inductive, c'est-à-dire que nous devons rechercher toutes les lésions sans distinction, les décrire, puis les interpréter. C'est l'inverse d'une démarche déductive qui consisterait à se demander s'il n'y a pas une lésion par arme à feu, puis à vérifier
s'il n'y a pas une lésion de strangulation et d'envisager ainsi toutes les lésions possibles en relation avec un type d'acte plutôt que de relever toutes les lésions puis de les rapprocher d'un type d'acte précis. L'autopsie, quant à elle, n'est pratiquée qu'en cas de soupçon. Si les faits ne sont pas clairs, si des lésions inquiétantes et semblant être dues à l'intervention d'un tiers. En clair, autopsier est devenu rare. La Belgique autopsie 0,2% de ses morts, tandis que la moyenne européenne, dont celle de la France, tourne autour de 1 à 2,2%. Ainsi, de nombreux meurtres ne sont pas détectés. Mais comme me le faisait remarquer un membre du ministère de la Justice pour justifier le fait que ce même ministère n'aiderait pas la médecine légale à se développer, nos prisons sont pleines. Revenons à notre cadavre. Arrivé dans la bonne rue, je n'ai pas de mal à repérer l'endroit où je dois me rendre, puisque, comme à l'accoutumée, un véhicule de police stationné devant la maison, c'est un quartier populaire de la ville, composé de petites maisons de mineurs. Les charbonnages qui ont fourni du travail aux mineurs pendant des dizaines d'années sont fermés depuis longtemps, mais leurs maisons sont toujours bien présentes, construites par les entrepreneurs miniers pour leurs ouvriers. Elles se ressemblent toutes et se regroupent au sein d'un coron, ainsi qu'on appelait ces quartiers au temps glorieux et heureusement révolus de l'exploitation minière. Cette activité a laissé des séquelles sur le paysage qui rappellent le passé minier de la région. Ces petites collines que l'on aperçoit de loin, les terris, comme on les appelle, devant la maison se sont attroupés de nombreux voisins, car tous se connaissent. Dans ces petites cités minières, des membres de la famille sont présentes aussi et manifestent une certaine impatience doublée d'une incompréhension, car les policiers ont, comme ils en ont le devoir, interdit tant bien que mal l'accès au corps, en attendant que je l'ai examiné et ai exclu toute lésion suspecte. Ils sont manifestement soulagés de mon arrivée et ne cachent pas une certaine exaspération. Désolé, docteur, mais le magistrat vous a fait venir pour rien. C'est un suicide. Que répondre? Rien. Ce policier a l'air très convaincu et il a sans doute raison, car c'est le plus souvent le cas.
Les suicides sont en effet bien plus fréquents que les meurtres. Il est où votre suicidé? Demandai-je au policier qui n'a pas loin à me conduire. Le défunt se trouve dans la pièce de vie du rez-de-chaussée, c'est-à-dire dans la pièce d'entrée. Dans ces petites maisons de mineurs, il n'y a pas de hall d'entrée. On pénètre tout de suite dans la zone habitée. Le hall d'entrée appartient à la bourgeoisie, de même que les hauts plafonds du rez-de-chaussée qui indiquent par le passé la richesse du propriétaire. À droite de l'entrée, un divan longe la fenêtre qui donne sur la rue. C'est dans ce divan que se trouve le défunt, assis, la tête inclinée vers la droite, une arme dans la main gauche. C'est un revolver de calibre 7,65. En mesure française, le calibre d'une arme correspond quasiment au diamètre du projectile. Ainsi, une arme de calibre 7,65 peut tirer des projectiles de 7,65 mètres de diamètre. Il ne faut pas confondre la mesure française avec l'anglo-saxonne. Un calibre 22 LR long rifle n'est pas une arme qui tire des projectiles de 22 mètres, ce qui ne serait pas loin du petit canon dans le système métrique anglo-saxonne. Cela correspond à un projectile d'un diamètre de 0,22 pouces, soit environ 0,5558 cm, soit pas loin de 6 mètres. Dans un premier temps, il me faut donc mettre tout le monde dehors, ce qui n'est pas une mince affaire. L'épouse anéantie ne voulait pas quitter la pièce. Je sors alors mon arme secrète et je menace de faire transporter le corps à l'IML. Ça marche toujours. Je ne veux pas de la famille ni de personne d'ailleurs dans les pattes quand je travaille. Il faut savoir que mes constatations sont couvertes par le secret judiciaire et que personne, hormis la police et les enquêteurs, n'a à les connaître avant mon rapport au magistrat. La famille, moins que quiconque, car s'il s'agit d'un meurtre, dans plus de 80% des cas, il a été commis par un membre de la famille qui, plus qu'un mari, aurait intérêt à tuer son épouse et vice-versa. Ceux qui seraient tentés de passer à l'acte devraient se souvenir que l'on a créé le divorce. Le secret est donc de rigueur, y compris par rapport à la famille, car
Sachant ce que j'ai découvert, l'éventuel auteur du meurtre pourrait adapter son témoignage en fonction de mes constatations. Autant lui donner tout de suite les bonnes réponses aux questions que les enquêteurs vont lui poser. La pièce est enfin calme. La tornade s'est déplacée sur le trottoir où elle ne gêne personne. Je me prépare selon un rituel immuable qui consiste à me mettre à l'aise. Je pose ma veste de descente dans un endroit neutre. J'ouvre ma valise qui est depuis de nombreuses années un sac à dos rouge, comme en ont les services de secours. J'aime sa couleur choquante, car ainsi je risque moins de l'oublier sur les lieux. J'enfile une paire de gants de vaisselle. Ça fait plus de 30 ans que j'utilise ces gants, toujours à la couleur vive, rose ou jaune. Pour leur résistance, les gants de chirurgien se rompent facilement, ne sont pas réutilisables et coûtent fort cher. Les gants de vaisselle sont lavables, précises, résistants et bien moins onéreux. Ensuite, je prépare mes pots à prélèvement. Un pour le sang et un pour l'urine. Avec les systèmes de ponction adéquats, seringues et aiguilles, sang et urine, s'il en a, sont prélevés de manière systématique sur tous les cadavres que j'examine pour éventuellement procéder à une analyse toxicologique si le magistrat l'estime nécessaire. Enfin, je sors mon thermomètre pour prendre la température du cadavre, seul moyen efficace d'estimer le moment du décès. D'entrée de jeu, je sors tout ce qui m'est nécessaire pour ne rien oublier. Pendant ce temps, les policiers m'expliquent la situation. Marco était italien d'origine, son père ayant immigré d'Italie dans les années 1960 pour travailler dans les mines. C'était l'époque du plein emploi. La demande était telle qu'on allait chercher des travailleurs italiens pour composer les rangs. Plus tard, ce serait le tour des Marocains. Marco fait partie de la deuxième génération de ces travailleurs, parfaitement intégrés dans la société belge. Son père a été mineur toute sa vie et est mort d'anthracosilicose. Cette maladie qui touche les poumons des travailleurs de fond qui respiraient des particules de charbon à longueur de journée, sans aucune protection. Ces particules de charbon ne sont pas éliminées des poumons et finissent par
emporter les mineurs. Marco, lui, a travaillé dans l'industriel, métallurgique et a été mis précocieusement à la pension lorsque son entreprise a fermé, dévoré par la construction asiatique capable de produire le métal à bien moindre coût. Après avoir travaillé toute sa vie, et malgré les grèves, les manifestations, syndicales et les actions du politique, à 52 ans, il a été remercié lors de son décès. Marco avait 57 ans. Comme d'habitude, je fais un petit tour de la pièce. Je regarde partout sans fouiller. Sur la table, je vois une lettre manuscrite. Marco écrivait encore avec du papier et un stylo-bille à l'époque du tout à l'ordinateur et du téléphone portable. C'est une lettre qu'il comptait adresser à sa banque. Elle n'a manifestement pas été achevée. Quelques médicaments, un anti-hypertenseur, un hypocholétérolémiant, un antidiabétique, pas de quoi inquiéter pour un homme de son âge et de sa corpulence. Marco mesurait 168 cm pour 88 kg. Dans la vie, il n'y a pas de mystère. Si t'es gros, c'est que tu bouffes. Et l'une de mes maximes préférées, avec dans le même style de Buchenwald, les seuls gros qui sont revenus descendaient des miradors. Avec un meilleur contrôle de sa nourriture et un peu d'exercice, il aurait maigri et aurait pu se passer de tous ses médicaments. À la place, Marco envisageait de faire une chirurgie bariatrique de l'estomac, appelée sleeve gastroctomie, qui consistait à retirer une partie de l'estomac. Ainsi, la sensation de faim est moins importante. Les quantités d'aliments ingérées aussi, ce qui permet de perdre du poids.
Beaucoup de personnes en surpoids, voire obèses, préfèrent se faire opérer que de faire des efforts, tandis que d'autres, malgré d'importants efforts, n'ont plus que cette option pour retrouver une vie plus saine et plus vivable. Marco avait épousé Maïté, rencontrée lors d'une réunion syndicale. Entre les tourtereaux, cela avait été le coup de foudre immédiat. 2 ans plus tard, ils étaient mariés. Encore 2 ans et le premier enfant naissait, appelé Mario. Je repère le gamin à travers les rideaux. Sur le trottoir, il souriait. Sa mère, Maïté, en attendant que je termine l'examen du corps. Cette fois, je suis prêt. Je retire d'abord l'arme de la main de Marco, après avoir pris une photo du corps avec l'arme en place. J'aime beaucoup les armes à feu et j'adore aller au stand de tir lorsque j'en ai le temps. Je dépose l'arme en zone sécurité. Je le fais toujours. Moi-même, depuis le jour où, alors que j'examinais un cadavre décédé par arme à feu et que j'avais laissé l'arme au policier qui m'accompagnait, j'ai entendu une détonation et une balle siffler à mon oreille droite. Suite à une mauvaise manipulation par le policier, le coup de feu était parti et avait bien failli avoir raison de moi. Ce n'est donc que quand l'arme est en sécurité que je commence l'examen du corps. L'arme dans la main de Marco est un revolver, c'est-à-dire une arme qui possède un baril comme on en voit dans les films de cow-boys, au contraire des pistolets qui ont le chargeur dans la croise de l'arme, ce qui fait une très nette différence pour nous car le pistolet éjecte la douille en même temps que la balle quitte le canon. Ainsi, à moins que le tireur ait ramassé la douille du pistolet, celle-ci se trouve sur place, tandis que le revolver conserve la douille dans le baril. Or, les douilles sont d'excellents indicateurs du calibre de la munition et pourront toujours être rapportés à l'arme qui les a éjectés. À cause de traces très spécifiques laissées à leur surface, ces traces sont tellement spécifiques de l'arme qui a tiré qu'on les appelle des signatures. Dans ce cas,
Si la douille n'a donc pas été éjectée à 2 cm de l'endroit où repose le canon de l'arme, je remarque un orifice de projectile situé juste sur la tempe gauche. À l'évidence, il s'agit d'un orifice d'entrée d'un tir à bout touchant. En traduction, cela signifie que le projectile est entré par là alors que l'arme était en contact avec la peau. Lors d'un tir avec une arme à feu, la balle quitte le canon, accompagnée d'une flamme de 2 à 4 cm en moyenne selon la qualité de sa poudre. Continue dans la douille, puis des grains de poudre incandescents sont éjectés de même que ceux de la fumée. En clair, la balle quitte le canon avec les restes de la mise à feu de la poudre contenue dans la douille. Quand l'arme est placée au contact de la peau, tous ces restes sont chassés sous pression sous la peau de la victime par le trou créé par le passage du projectile. La pression crée une petite cavité sous-cutanée. La flamme est cautérise les parois que la fumée tapisse de noir. Cette petite cavité a été appelée chambre de mine. Au VIe siècle, par analogie avec la pièce au fond de la mine, creusée dans les parois de charbon, où les ouvriers mineurs pouvaient prendre une pause. C'est exactement cela que présente la peau de Marco, un tir à bout touchant, de démonstration que l'on trouve dans tous les cas de suicide. Je n'ai en effet jamais vu quelqu'un qui s'était suicidé en mettant l'arme à distance de sa main, de sa peau, en se visant. D'autre part, l'angle de tir semble correspondre à une entrée intérieure. On a coutume de dire qu'on tire en avant de la ligne fictive qui réunit les deux oreilles, en passant par le sommet du crâne, est plus évocateur d'un suicide et qu'un tir en arrière de cette ligne doit évoquer un meurtre. Je n'ai jamais vu
non plus un suicidé qui s'était mis l'arme dans la nuque. Jusqu'ici, tout va bien. Tout correspond à un suicide. Reste à vérifier que le mort était bien gaucher. Comme 15% de la population, la famille attend dehors. Elle sait Elle sait. J'envoie un policier le lui demander. Et la réponse ne tarde pas. Marco était droitier. Je fais demander avec quelle main il saisissait un verre, avec quelle main il plantait un clou ou dévissait un bouchon de bouteille d'eau. Tous les membres de la famille présentent unanimité précisait qu'il faisait tout de la main droite. Ce n'était donc pas un gaucher. Contrariété. Et me voilà bien embêté, car de la même manière qu'on ne se suicide pas en se tirant une balle dans la nuque, ni en se tirant dessus en maintenant l'arme à distance, on utilise sa main dominante pour se suicider. Et dans le cas de Marco, la main dominante est la main droite et pas la gauche. C'est ici que tout bascule. Le suicide qui paraissait tellement évident aux yeux de tous devient une suspicion de meurtre. Je préviens le magistrat sous les yeux des policiers stupéfaits. Le magistrat demande au labo de me rejoindre avec une équipe de la criminelle et l'expert en balistique. Édouard Tombeur. 1 heure plus tard, tout le monde est là. Le labo en premier fait son job et procède à des prélèvements pour vérifier s'il a des traces de poudre sur les mains du cadavre. Ce sont des traces invisibles à l'œil nu. Quand on tire avec une arme à feu, des résidus de poudre et de la fumée s'échappent de l'arme par le canon, comme je l'ai décrit, mais également par toutes les fentes et les interstices de l'arme et se dépose sur la main qui la tient. Les prélèvements sont analysés par un scanner spécial ou par des techniques chimiques. Cette analyse prend du temps et ne se fait pas sur place. Il faudra donc attendre les résultats pendant quelques jours. En attendant, l'enquête commence.
diligenté par le magistrat. Un juge d'instruction saisi par le parquet qui me pose cette question parfaitement légitime. Tu es sûr? Je suis sûr qu'il avait l'arme en main gauche et qu'il était droitier. Pour le reste, c'est de la logique. On ne se flingue pas avec la main gauche quand on est droitier. C'est logique, mais est-ce pour autant une preuve de meurtre? Non, mais imagine, Marco est menacé par un type qui tient une arme à feu. Rien de tel que d'être menacé par une arme à feu pour ne pas chercher à se défendre. L'auteur droitier, lui aussi, l'approche avec l'arme. Il pose l'arme sur la tempe gauche de Marco. Sur la tempe gauche, l'auteur est forcément droitier. Puis il tire et met l'arme dans la main gauche de Marco et le tour est joué. Pour tout le monde, c'est un suicide. C'est mince, se dit le juge. L'autopsie apportera quelque chose. Ça reste à voir. Je n'en sais rien. D'autant que j'ai stoppé mon examen aussitôt que j'ai suspecté un meurtre. Pour ne pas perturber les prélèvements que le labo doit faire. Justement, le labo a fini ses prélèvements à la demande du juge et de manière à obtenir éventuellement plus d'indices avant de décider de faire l'autopsie ou non. Je déshabille Marco et je l'examine sous toutes les coutures. C'est un examen qui doit se faire de manière très systématique et complètement sur les deux faces d'un corps entièrement nu et sous un bon éclairage pour être certain de ne rien rater. Muni de ma lampe frontale, je fais le tour du corps 2 fois, de la tête aux pieds, puis des pieds à la tête. Rien, pas la moindre trace, sinon comme on s'y attendait, avec un (7.65 transcrânien. Un orifice de sortie de projectile, lequel se situe en temporo-occipital droit, soit une trajectoire d'avant en arrière, de gauche à droite et de haut en bas. Tout est normal dans la trajectoire, sauf qu'elle se présente de haut en bas, alors que dans le cas d'un suicide, on l'attendrait plus à l'horizontale. Cela
n'implique cependant pas n'indique cependant pas nécessairement un meurtre. J'en suis donc toujours avec pour seul indice de meurtre un tir gaucher pour un droitier. Mais je tiens bon. Il faut dire que des suicides par arme à feu, j'en ai vu beaucoup. Et de toutes sortes, parmi lesquels des suicides à 2 coups de feu, comme celui de cet homme qui avait associé entre elles 2 armes de calibres différents, de manière à ce que lorsqu'il presserait sur la détente de l'une, les 2 armes ouvraient le feu en même temps. Il avait posé l'arme sur sa tempe droite, en bon droitier, et avait tiré. Un autre avait fait feu sur lui-même en région cardiaque, en plein parc public, devant témoins, et avait été fort étonné de ne pas mourir immédiatement. Il est vrai que les films nous montrent des gens touchés par des projectiles de tout calibre, même métier, pour mourir foudroyés sur place, projetés en arrière avec une énorme tache de sang qui se dessine sous le corps. La réalité est bien si différente. Un coup de feu arrête rarement quelqu'un, sauf avec une arme de gros calibre ou une arme de guerre, dont les projectiles sont animés d'une grande vitesse, ou lorsque le crâne ou le thorax est atteint. Toutes les autres victimes, à moins que le projectile ait brisé l'os d'un membre inférieur, continuent leur course après avoir ressenti une douleur de l'ordre de la piqûre. J'ai même eu le cas d'un homme qui a été atteint de 14 coups de feu. Je le raconte dans mon premier livre, dans le chapitre des balles et la volonté de mourir. Cet homme avait utilisé une carabine 22 LR pour se suicider. Il avait posé l'arme contre son thorax, juste en face du cœur, mais il avait les bras trop courts pour atteindre la gâchette. Il avait donc mis l'arme de travers pour parvenir à pousser sur la gâchette.
En la mettant de travers, il ne touchait plus le cœur, et il dut s'y prendre à 14 reprises pour finalement mourir des multiples traumatismes causés à son poumon gauche par les balles. En bon droitier, il avait incliné l'arme vers la droite. J'ai donc connu beaucoup de suicides à l'arme à feu, parfois très surprenants, mais jamais je n'ai vu un droitier se servir de sa main gauche. Cela me concorde donc dans l'idée que j'ai bien fait de déclencher toute cette armade de magistrats, policiers et experts à ce propos. Édouard Tombeur, l'expert en balistique, cherche toujours le projectile qui est sorti du crâne. Édouard est un vieux de la vieille, toujours souriant, toujours aimable, toujours heureux d'être là, avec toujours une histoire à raconter. Il a été commercial pour la FN, la fabrique d'armes, ce qui l'a conduit à parcourir le monde, dont l'Amérique latine, à l'époque des dictatures. Nous avons été nombreux à insister pour qu'il écrive ses mémoires, lui qui s'est vanté d'avoir eu une aventure avec une chanteuse très envoqueuse. On voulait en savoir plus, mais il ne l'a jamais fait. Revenons à la balle. En toute logique, Édouard devrait la trouver dans le fauteuil juste à l'arrière du corps, mais point de trou dans ce fauteuil et point de balle non plus. Nous nous mettons tous à la chercher. Après plusieurs minutes, le technicien du labo repère un trou dans l'assise du fauteuil et trouve la balle qui l'a complètement traversée avant d'achever sa course au sol sous le fauteuil. On a loupé ce trou parce qu'il n'est pas où on l'attendait. Vu la position de la tête, c'est dans le dossier du fauteuil qu'on l'a cherché. Il est sous les fesses de Marco et pour se trouver à cet endroit, il faut que le coup de feu ait été tiré alors que Marco se tenait debout devant le fauteuil. Tout d'un coup, changement de perspective. Jamais Marco n'aurait pu se tirer dessus en position debout, puis tomber assis dans le fauteuil en tenant l'arme contre sa tempe gauche. Il ne peut s'agir que d'un maquillage, une manipulation de la scène de crime qui a bien failli fonctionner. Mais heureusement, Marco était droitier. Tout d'un coup, plus personne ne me
demande si je suis sûre qu'il ne s'agit pas d'un suicide. C'est devenu évident. Tous en sont convaincus. Tout d'un coup, je deviens un être doué de raison et plus un emmerdeur qui voit des meurtres partout. Tout d'un coup, il s'avérait utile de m'envoyer sur ce suicide qui paraissait si évident et qui finalement ne l'était pas tant que ça. Les pompes funèbres sont requis pour chercher le corps et l'acheminer vers l'IML, où l'autopsie. L'autopsie n'apporte rien de plus que de confirmer la trajectoire du projectile, qu'il n'a pas d'autre cause de décès et que les lésions relevées sont vitales, c'est-à-dire produites du vivant de Marco. En clair, Marco était bien vivant lors du coup de feu et il est bien mort de ce coup de feu qui a détruit son cerveau de manière à ce que la survie soit impossible. Pour parachever le tout comme prévu, les analyses ne retrouvent aucune trace de poudre sur les mains de Marco. Il n'a jamais tiré. L'enquête commence alors. Elle montre rapidement que Maïté avait une double vie et qu'elle fréquentait un homme peu recommandable, Roland, une petite frappe bien connue des services de police, avec lequel elle avait été vue de ci, de là, tantôt dans un café, tantôt dans une voiture, tantôt sortant d'une maison de passe. L'analyse est des messages et des photos plus que suggestives sur qu'est-ce qu'elles ont reconnu. On reconnaît bien Roland au mieux de sa forme, conservé dans le portable de Maïté, achève de convaincre les enquêteurs que Maïté n'est pas une sainte blanche. Le jour des faits, une dispute a éclaté. Marco avait tout découvert et demandé des comptes à Maïté. Lorsque Roland, alerté par Maïté, est arrivé au domicile après de vifs échanges, Roland s'est emparé d'une arme dont Marco l'aurait menacé, l'a placé sur la tempe gauche de Marco et a tiré. Les amants ont ensuite assis Marco dans le fauteuil, tête inclinée vers la droite, arme en main gauche, devant l'orifice d'entrée. Pensant que le tour était joué, on a retrouvé un message de Maïté à Roland
avant mon arrivée. Les policiers n'ont rien vu. C'est bon. Ah, si Marco avait été gaucher. Énonciation activée. Près du bord inférieur. Avec des enregistrements